C'est une nuit à Ouagadougou qui va changer à jamais l'histoire de Burkina Faso. À 2h47, un coup de feu brise le silence, signalant le début de l'attaque. Mais à l'intérieur du palais présidentiel, Ibrahim Traoré ne panique pas. Alors que les conspirateurs pensent avoir un coup d'avance, c'est lui qui a déjà tout prévu. Un seul tir, un seul instant, et la vie de tout un pays pourrait basculer. Mais pourquoi rester et risquer sa vie plutôt que fuir ? Qui est réellement Ibrahim Traoré et qu'est-ce qui le pousse à défier l'inimaginable ? La tension est à son comble et les enjeux sont immenses. Si Ibrahim Traoré échoue, il pourrait non seulement perdre sa vie, mais aussi voir son pays sombrer dans le chaos. Le Burkina Faso, après des années de lutte interne et d'influence étrangère, se trouve à un carrefour décisif. Traoré est désormais le dernier rempart contre un complot visant à renverser l'État, mais ce complot n'est pas simplement militaire, il est également économique et politique. Les conspirateurs, forts de leurs ressources financières et de leurs réseaux cachés, cherchent à déstabiliser la nation pour mieux la soumettre à leurs désirs. Mais Ibrahim Traoré a une autre vision. Il ne veut pas seulement défendre le pouvoir, il veut redéfinir la souveraineté du pays, l'éloignant de l'ingérence étrangère et des élites corrompues. Il y a un prix à payer pour cette résistance, un prix que le capitaine est prêt à assumer. Mais la question demeure, est-ce que la population le suivra dans ce chemin périlleux ? À l'extérieur du palais, le bruit des armes se fait entendre, mais à l'intérieur, c'est un silence pesant qui règne. Ibrahim Traoré, contrairement à de nombreux dirigeants précédents, n'a pas choisi de fuir. Il n'est pas en train de chercher un hélicoptère pour s'échapper, comme le feraient d'autres dans sa position. Au lieu de cela, il reste là, dans son bureau, observant la situation avec une clarté glaciale. Le coup d'État qui se profile ne se contente pas de viser sa vie, il s'attaque à l'essence même de la nation. Pendant des semaines, les services de renseignement de la transition ont surveillé les communications cryptées des conspirateurs, interceptant chaque mouvement, chaque plan, mais personne n'avait imaginé que les comploteurs seraient eux-mêmes pris dans un piège aussi bien préparé. À 2h47, alors que les conspirateurs se croyaient en contrôle, le premier tir retentit. Mais ce n'était qu'un signal. Ce qu'ils ignoraient, c'était que le véritable jeu venait à peine de commencer. Traoré savait que leur plan ne tiendrait pas. Il n'était pas seulement un dirigeant militaire, mais un stratège méticuleux. Chaque mouvement avait été prévu. L'enjeu de cette nuit était bien plus grand qu'un simple coup d'État. C'était la survie d'un Burkina Faso indépendant, d'un pays qui refusait de se laisser dicter son avenir par des puissances étrangères. Traoré comprenait que chaque décision prise cette nuit-là pourrait déterminer non seulement l'avenir de son gouvernement, mais aussi la stabilité d'une nation entière. Et dans ce contexte de tension extrême, un seul nom résonne à travers la nuit. Ibrahim Traoré. Un homme, une nation. Son destin est désormais entre ses mains. Ibrahim Traoré n'est pas un homme comme les autres. Né dans un Burkina Faso, marqué par des décennies de lutte interne, il a rapidement appris que le pouvoir n'était pas donné, mais pris. À un moment où le pays était plongé dans des crises politiques constantes et où les promesses de changement semblaient s'éloigner, il s'est révélé être une figure singulière, un militaire, mais aussi un leader charismatique capable de comprendre la dynamique complexe entre le peuple, l'armée et les puissances étrangères. Dans les premiers jours du coup d'État, le capitaine Traoré s'est rapidement imposé comme un symbole de résistance et d'unité. Lorsqu'il a pris la tête de la transition en 2022, son principal objectif était de mettre fin à la corruption rampante et de lutter contre les influences extérieures qui paralysaient l'autonomie du Burkina Faso. Mais à mesure que le complot contre lui se précisait, une vérité évidente s'imposait. Cette lutte ne se résumait pas à une simple rébellion militaire. Elle était la dernière chance de préserver une souveraineté nationale, d'offrir un avenir à un peuple fatigué de vivre dans l'ombre des puissances coloniales. Il n'a jamais fui la responsabilité de guider son peuple à travers la tempête. C'est dans ce contexte de tension et de défi que Traoré s'est forgé une réputation de leader pragmatique et inébranlable. Chaque action, chaque décision qu'il prenait se faisait dans l'optique d'une réconciliation nationale, bien que la route soit semée d'embûches. Mais une question persistait. Allait-il réussir à convaincre son peuple de rester uni dans une période aussi incertaine ?
Le 2 février 2025, sans que la situation à Ouagadougou a basculé en quelques heures. Le pays, déjà secoué par des années d'instabilité et de tensions politiques, s'est retrouvé face à un complot militaire visant à renverser le capitaine Ibrahim Traoré. Tout a commencé à 2h47 lorsqu'un seul coup de feu a déchiré le silence de la nuit. Ce tir était censé être le signal de l'assaut final contre le gouvernement en place. Mais au lieu de fuir, Traoré est resté dans le palais présidentiel, prêt à défier ceux qui cherchaient à le renverser. Les conspirateurs, pensant avoir l'avantage, ne savaient pas que leur communication était surveillée depuis des semaines par les services de renseignement loyaux à Traoré. Chaque mouvement, chaque stratégie avait été anticipée. Dès que le coup de feu a résonné, un piège a été tendu. Traoré savait qu'il ne pouvait pas compter uniquement sur la force militaire. Il devait jouer sur le temps, manipuler la perception de la situation. Tandis que les conspirateurs se croyaient en avance, la réalité était tout autre. Leur plan était déjà déjoué. Mais l'attaque n'était que le début. Alors que les soldats insurgés prenaient position à l'extérieur du palais, une autre phase du complot se mettait en place. Les conspirateurs avaient prévu de désorganiser le pays en paralysant ses infrastructures économiques et militaires. Mais ils avaient négligé un élément clé, la réaction du peuple. Ce qu'ils pensaient être un simple coup militaire se transforma rapidement en une mobilisation populaire imprévisible. À l'intérieur de Ouagadougou, la capitale, les habitants, habitués à une instabilité politique permanente, commencèrent à se rassembler. Sans armes, mais déterminés, ils se sont dirigés vers les rues du centre-ville, envahissant les boulevards comme un fleuve incontrôlable. En quelques heures, la révolte populaire a pris de l'ampleur. Des étudiants, des agriculteurs, des commerçants et des ouvriers se sont joints aux manifestations. Ils ne répondaient à aucun ordre militaire, ils suivaient un instinct profond de protéger ce qu'ils considéraient comme leur nation. Les forces loyales à Traoré, initialement en sous-effectif et désorientées, ont trouvé une nouvelle énergie en voyant la mobilisation citoyenne. Ce n'était plus une lutte entre un gouvernement et des insurgés. C'était un affrontement entre deux visions du pouvoir, celle d'une élite manipulant les ficelles de la politique à l'ombre et celle d'un peuple fatigué de l'injustice, mais prêt à défendre son droit à la souveraineté. Alors que les insurgés étaient convaincus que le système était sur le point de s'effondrer, la situation a pris une tournure inattendue. Les unités militaires loyales à Traoré, renforcées par l'élan populaire, ont commencé à se regrouper et à repousser les assaillants. Les conspirateurs ont été confrontés à une résistance qu'ils n'avaient pas anticipée. Le plan qu'ils avaient minutieusement préparé commençait à se fissurer. À 3h15, alors que la nuit était sur le point de toucher à sa fin, un tournant majeur s'est produit. Les assaillants, après avoir perdu le contrôle de la situation, ont commencé à se retirer. Mais la véritable victoire ne résidait pas uniquement dans l'échec militaire des conspirateurs. Ce qui avait changé, c'était l'état d'esprit du peuple. Ce n'était plus un groupe de soldats contre un président, mais une nation entière se levant contre une élite corrompue et contre l'ingérence étrangère. L'histoire qui se jouait cette nuit-là allait redéfinir l'avenir du Burkina Faso. Ce n'était pas simplement une victoire militaire. C'était un moment où les citoyens avaient compris que leur avenir ne pouvait être dicté par des puissances extérieures ou des élites locales. Ils avaient décidé de prendre leur destin en main avec Traoré comme guide, mais aussi avec la conviction que le véritable pouvoir réside dans les mains du peuple. Les chiffres jouaient un rôle clé dans la compréhension de l'ampleur de la crise au Burkina Faso. Alors que la situation semblait déraper rapidement, des données précises ont permis de démontrer que les conspirateurs n'avaient pas prévu la résilience du peuple et la réponse stratégique du gouvernement. Parmi les éléments les plus frappants, 3 chiffres se distinguent particulièrement et permettent de mesurer l'ampleur de l'impact de cette nuit décisive. Le premier chiffre, 28 millions de dollars, représente l'estimation des fonds utilisés par les conspirateurs pour financer le coup d'État. Ces fonds ont été déplacés via un réseau complexe de comptes bancaires et de sociétés écrans, principalement dans des pays voisins. Ce montant, qui a été intercepté par les services de renseignement,
montre l'envergure de la manipulation économique derrière cette tentative de renversement. Les conspirateurs ont misé sur la désinformation, mais également sur une paralysie économique qui aurait plongé le pays dans le chaos, espérant ainsi que la population, accablée par la peur et la faim, se soumettrait à un nouveau régime. Le deuxième chiffre clé concerne les 113 personnalités dont les avoirs ont été gelés par le gouvernement après l'échec du coup d'État. Cette mesure a été prise pour désarmer les élites corrompues qui ont financé les putschistes. Parmi ces individus, on trouve des anciens présidents, des généraux militaires et des hommes d'affaires influents. Le montant exact des avoirs congelés reste confidentiel, mais selon les premières estimations, il pourrait atteindre plusieurs milliards de dollars. Cette action a envoyé un message fort. Aucun individu, aussi puissant soit-il, n'était désormais à l'abri de la justice, et l'impunité appartenait désormais au passé. Ça, le troisième chiffre à prendre en compte est la réponse populaire. En l'espace de quelques heures, plus de 50 000 personnes se sont mobilisées dans les rues de Ouagadougou, principalement dans les quartiers populaires. Ce chiffre est significatif, car il montre que la mobilisation ne venait pas uniquement des forces loyales à Traoré, mais bien d'un peuple prêt à se battre pour sa souveraineté. Jamais auparavant, la capitale burkinabé n'avait vu une telle convergence de personnes de tous horizons, unifiées par un objectif commun, défendre leur pays. Ce chiffre est un indicateur fort du soutien populaire dont bénéficie Traoré, mais aussi de la frustration accumulée face à l'influence étrangère et à la corruption interne. Ces chiffres, bien qu'importants, car ne font qu'effleurer la surface de la situation complexe qui se déroule au Burkina Faso. Ce n'est pas simplement une question de chiffres et de stratégie militaire, mais de valeurs fondamentales. La souveraineté, la justice et la volonté d'un peuple de reprendre son destin en main. Alors que les conspirateurs ont misé sur la division et la peur, la réponse de la population, appuyée par des actions décisives du gouvernement, montre que la véritable force réside dans l'unité et la détermination collective. Dans cette crise, il est crucial de prendre en compte deux arguments opposés, chacun soutenant une vision différente du futur du Burkina Faso. D'un côté, certains plaident en faveur d'un retour à l'ordre traditionnel, arguant que le renversement de Traoré et la stabilisation du pays sont essentiels pour éviter un effondrement total. Leur argument repose sur la stabilité, affirmant que le Burkina Faso a besoin d'un leader capable de maintenir une structure gouvernementale forte face aux défis géopolitiques de la région. Ces personnes soulignent que sans une hiérarchie militaire solide et une dépendance vis-à-vis des partenaires internationaux, le pays pourrait facilement sombrer dans le chaos, notamment face aux groupes terroristes opérant dans le Sahel. Le coup d'État, selon eux, n'est qu'une tentative pour rétablir l'ordre et prévenir une guerre civile prolongée. D'un autre côté, les partisans de Traoré et du gouvernement actuel soutiennent que la stabilité ne peut pas être obtenue par la soumission à des élites corrompues ou par une dépendance excessive aux puissances étrangères. Selon eux, la crise actuelle n'est pas une simple question de lutte pour le pouvoir, mais une bataille pour la souveraineté nationale et la justice sociale. Ils font valoir que l'élite militaire et politique qui soutient le coup d'État a mis en place un système de gouvernance qui a permis à la corruption de prospérer et à la nation de devenir vulnérable à l'ingérence extérieure. Ce groupe insiste sur le fait que le peuple burkinabé, enfin éveillé, ne peut plus accepter un système où les décisions sont prises dans des salles fermées, loin des préoccupations quotidiennes des citoyens. Alors, quel camp est le bon ? Faut-il rétablir une forme d'ordre en renversant Traoré ? Ou bien est-ce la révolution populaire dirigée par un leader indépendant qui porte la véritable promesse d'un avenir durable et juste pour le pays ? Les deux visions ont des mérites, mais ce qui est certain, c'est que la route qui attend le Burkina Faso ne sera pas facile. Le pays devra choisir entre la stabilité imposée par la force ou l'instabilité nécessaire à la mise en place d'un système politique véritablement représentatif. À ce stade de la crise, une révélation fondamentale a émergé. Ce qui semblait être une lutte militaire pour le pouvoir s'est transformé en une véritable guerre pour l'identité nationale du Burkina Faso. La nuit du coup d'État n'a pas seulement été un test pour Traoré et son gouvernement,
mais un test pour le peuple burkinabé lui-même. Alors que les forces loyales à Traoré repoussaient les assaillants, un phénomène inattendu se produisait. La population, qui jusque-là était spectatrice de l'histoire, s'est soudainement retrouvée en première ligne. Le peuple burkinabé, par son soutien massif aux autorités en place, a fait basculer la dynamique de la lutte. Les chiffres qui révèlent l'ampleur de cette mobilisation sont impressionnants. Plus de 50 000 citoyens se sont joints aux manifestations sans organisation centrale, mais guidés par un instinct commun de défendre la souveraineté de leur pays. Ce soutien populaire massif a donné un nouveau souffle à Traoré, lui offrant un levier qu'il n'avait pas anticipé. En réponse, les conspirateurs ont perdu le contrôle de la situation, leur plan initialement bien huilé commençant à se désintégrer sous le poids de la résistance populaire. Les événements de cette nuit ont des répercussions bien au-delà de la simple lutte pour le pouvoir. Le Burkina Faso a vécu un tournant décisif non seulement pour son gouvernement, mais pour sa population tout entière. Ce qui s'est passé au cours de ces heures critiques a ouvert les yeux sur la fragilité des structures de pouvoir et sur la résilience d'un peuple qui ne se contentera plus de subir les décisions imposées par une élite corrompue. La prise de conscience collective a eu des effets immédiats. Le premier impact majeur a été la désactivation du plan des conspirateurs. En pensant qu'ils pouvaient renverser Traoré et soumettre la nation à leur volonté, ils ont sous-estimé la capacité du peuple à se lever. Ce n'était pas seulement un soulèvement militaire, mais un véritable réveil civil. Les scènes de rassemblement dans les rues, de citoyens se tenant côte à côte avec les forces loyales, ont montré que la bataille ne se livrait pas uniquement dans les casernes, mais aussi dans le cœur de chaque Burkinabé. Ce fut un message clair, la souveraineté ne se négocie pas, elle se défend et elle appartient à ceux qui vivent sur cette terre. Dans le même temps, cette mobilisation populaire a également modifié l'équilibre des pouvoirs à l'intérieur même du pays. Le gouvernement, qui semblait auparavant fragile et menacé, a repris de l'élan. Les autorités ont compris que la véritable force venait désormais du peuple. Les unités militaires fidèles à Traoré ont non seulement retrouvé leur morale, mais ont vu dans la participation civile un appui précieux. La révolution populaire, amorcée dans les rues, a ainsi trouvé un écho au sein de l'appareil d'État, donnant un nouveau souffle au gouvernement de transition. Mais l'impact n'a pas été uniquement militaire. Et l'une des conséquences les plus profondes de cette crise a été la mise en lumière des failles du système économique et de la corruption qui gangrenait les élites du pays. Alors que la population se levait contre le coup d'État, elle s'est aussi rebellée contre un système qui servait les intérêts d'une petite élite au détriment du bien-être général. Ce réveil social a poussé le gouvernement de Traoré à prendre des mesures plus radicales contre les élites corrompues, un geste symbolique fort qui a marqué un avant et un après dans la gestion des affaires publiques. L'un des événements les plus marquants de cette période fut la mise en place immédiate d'un gel des avoirs de 113 individus parmi les plus puissants du pays. Anciens présidents, généraux militaires, hommes d'affaires influents, tous ont vu leurs biens congelés en un instant. Ce fut un coup direct à ceux qui, en coulisses, avaient alimenté la guerre civile et la déstabilisation du pays. Ce gel des avoirs n'a pas seulement visé les conspirateurs immédiats, mais a envoyé un message à toutes les élites du Burkina Faso. L'impunité était désormais révolue. Enfin, les conséquences de cette nuit n'étaient pas seulement visibles dans le cadre de la politique interne du pays. À l'échelle internationale, le Burkina Faso a pris une position claire. L'ingérence étrangère ne serait plus tolérée. Ce n'était pas seulement un rejet des anciens régimes et de leurs alliés étrangers, mais aussi un défi lancé aux puissances internationales qui se servèrent du pays comme simple pion géopolitique. Traoré et son gouvernement ont ainsi amorcé un processus de réévaluation des relations extérieures, c'est en cherchant à rétablir des liens de souveraineté et de respect mutuel avec les nations voisines et au-delà. Alors que le Burkina Faso se remet progressivement des événements dramatiques de cette nuit, 3 scénarios possibles se dessinent pour les mois à venir. Ces scénarios ne sont pas seulement le reflet des dynamiques politiques internes, mais aussi de l'évolution de la situation géopolitique et des réponses du peuple burkinabé aux défis imposés par la transition actuelle. Dans un scénario plus optimiste,
Dans ce scénario, le pays parvient à sortir de la crise en rétablissant une stabilité politique relative, grâce à une mobilisation continue de la population et au soutien des forces loyales à Traoré. Le gouvernement réussit à renforcer ses bases. Les réformes économiques et politiques sont lancées et le pays commence à surmonter les séquelles de l'ingérence étrangère et de la corruption interne. Les élites politiques et économiques, sous la pression populaire, sont contraintes de rendre des comptes, ce qui mène à une diminution significative de la corruption. La souveraineté nationale est restaurée, et les relations internationales du Burkina Faso se diversifient avec un focus sur des partenariats régionaux plutôt qu'une dépendance à l'égard de puissances extérieures. Le pays retrouve un nouvel élan, et la transition vers un système démocratique plus stable et inclusif semble possible. Dans un scénario plus pessimiste, cependant, il existe aussi une possibilité de dégradation de la situation. Dans ce scénario, bien que Traoré et son gouvernement aient survécu au coup d'État, la situation reste tendue. Les forces internes de résistance et les factions opposées au gouvernement prennent de l'ampleur. Les tensions entre les militaires, les différentes factions politiques et les groupes économiques ne parviennent pas à se résoudre. Le pays pourrait être confronté à une guerre civile prolongée, avec une population de plus en plus épuisée par les violences et l'instabilité. L'ingérence étrangère pourrait augmenter, alors que certaines puissances tentent de récupérer leur influence en soutenant des factions internes. L'incapacité de parvenir à une réconciliation nationale pourrait plonger le Burkina Faso dans une période d'incertitude et de souffrance prolongée, nuisant ainsi à son développement à long terme. Dans le pire des scénarios, dans le pire des cas, le Burkina Faso pourrait sombrer dans un isolement total. Si les divisions internes sont trop profondes et si le gouvernement de Traoré ne parvient pas à réunir un consensus national, le pays pourrait se retrouver confronté à une fragmentation de ses institutions. Les tensions ethniques et régionales pourraient s'intensifier, exacerbées par les manipulations des élites et les failles dans la gestion de la crise. L'économie s'effondrerait alors que les investisseurs étrangers se retireraient et l'aide humanitaire serait largement insuffisante pour répondre aux besoins croissants. Ce scénario mènerait à un Burkina Faso isolé, à la merci des influences extérieures, sans réel pouvoir de décision sur son avenir, alors que le Burkina Faso fait face à l'un des moments les plus décisifs de son histoire. Il est essentiel que le peuple burkinabé prenne un moment pour réfléchir à ce qui est en jeu. Ouais, ce n'est pas seulement une question de politique ou de pouvoir, mais de dignité et de souveraineté. Cette crise a révélé la profonde fracture qui existe entre l'élite au pouvoir et le peuple. Un peuple fatigué de vivre dans l'ombre des puissances étrangères et des élites corrompues, qui a décidé de se lever et de défendre ce qu'il considère comme son droit fondamental, contrôler son destin. Vous vous demandez peut-être, pourquoi devrais-je m'investir dans cette histoire ? Que puis-je faire à distance, dans mon propre pays, pour aider une nation en crise comme le Burkina Faso ? La réponse est simple. L'histoire d'un peuple qui se bat pour sa liberté et son avenir touche chacun de nous. Le combat du Burkina Faso n'est pas isolé. C'est un reflet des luttes de nombreux pays à travers le monde, sein où la population se soulève contre des systèmes qui l'oppriment. En vous intéressant à ce combat, en parlant autour de vous, vous contribuez à une prise de conscience collective. Vous soutenez la lutte pour la justice et la dignité humaine, des valeurs qui transcendent les frontières. Plus que jamais, l'attention portée à des événements comme celui-ci peut avoir un impact tangible. Le soutien international, sous forme de solidarité, de sensibilisation ou d'appui à des initiatives locales, peut aider à maintenir la pression sur les responsables de cette crise. Le Burkina Faso ne se bat pas seulement pour sa survie, il se bat pour montrer que les peuples, unis, ont le pouvoir de redéfinir leur avenir. Face à la crise actuelle, le Burkina Faso doit non seulement réagir de manière immédiate, mais aussi se tourner vers un avenir plus stable et prospère. La solution ne réside pas uniquement dans la survie du gouvernement actuel ou dans la répression des conspirateurs, mais dans un véritable processus de reconstruction nationale. Ce processus doit être inclusif, démocratique et surtout guidé par les aspirations profondes du peuple burkinabé.
Pour commencer, il faut renforcer l'unité nationale. La première étape consiste à rassembler toutes les parties prenantes, gouvernement, société civile, opposition et acteurs économiques, autour d'une même table pour définir l'avenir politique du pays. Cela inclut la mise en place d'un dialogue national inclusif, où chacun pourra exprimer ses préoccupations et ses aspirations. L'objectif est de forger un consensus sur les priorités du pays, notamment en matière de gouvernance, en pied de justice sociale et de développement économique. La réconciliation nationale doit être au cœur de ce processus, pour éviter que le pays ne retombe dans des divisions qui l'ont par le passé fragilisé. Ensuite, des réformes économiques structurelles s'imposent. Le Burkina Faso doit également s'attaquer à ces problèmes économiques structurels. Cela implique une réforme en profondeur de l'économie nationale afin de réduire la dépendance du pays vis-à-vis des acteurs étrangers et d'encourager la croissance interne. Le pays doit investir dans ses infrastructures, notamment dans l'énergie, l'éducation et l'agriculture, secteurs clés pour la stabilité à long terme. De plus, il est essentiel de lutter contre la corruption qui s'est enracinée dans les institutions publiques. La transparence et la bonne gouvernance doivent devenir les pierres angulaires du système économique. Enfin, il est crucial de renforcer les capacités de défense nationale. Enfin, il est crucial que le Burkina Faso renforce ses capacités de défense et de sécurité, tout en préservant la stabilité interne. Le pays doit moderniser ses forces armées et ses services de renseignement pour être en mesure de répondre aux menaces internes et externes, qu'elles soient militaires ou terroristes. Cela passe par une réorganisation stratégique, mais aussi par un investissement dans la formation des militaires et des services de sécurité, afin de garantir que ceux qui protègent le pays agissent de manière professionnelle et éthique. Le chemin sera long, mais avec une volonté collective et une détermination inébranlable, le Burkina Faso peut renaître de ses cendres et s'engager sur la voie d'une véritable souveraineté et d'une stabilité durable. À travers la nuit sombre et chaotique qu'a vécu le Burkina Faso, un message puissant a émergé. Ce pays, brisé par la trahison et l'injustice, a trouvé en lui-même la force de se relever. Ibrahim Traoré n'est plus simplement un homme à la tête d'un gouvernement. Il est devenu le symbole d'une nation qui se refuse à se soumettre, à plier sous la pression des puissances extérieures et des élites corrompues. La résistance populaire, l'unité nationale, la volonté de défendre la souveraineté sont devenues les véritables armes de ce peuple. Ce qui s'est passé à Ouagadougou n'est pas seulement une victoire militaire. C'est un moment de renouveau pour le Burkina Faso. Un moment où les citoyens, enfin unis, ont pris le contrôle de leur destin. Ils ont montré au monde entier que l'espoir n'est pas mort, que la dignité humaine ne se négocie pas. Ce n'est pas la fin, mais un nouveau commencement pour le pays. Une page d'histoire a été écrite et le peuple burkinabé a prouvé que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la liberté peut toujours briller. Le Burkina Faso traverse des moments d'incertitude, mais cette histoire est loin d'être terminée. Ce n'est que le début d'un processus de transformation qui pourrait inspirer d'autres nations confrontées à des défis similaires. Si ce récit résonne en vous, si vous croyez que l'Afrique mérite de prendre son destin en main, que les voix des peuples doivent être entendues, alors il est temps d'agir. Nous avons tous un rôle à jouer, peu importe où nous nous trouvons. Vous pouvez soutenir le Burkina Faso en partageant son histoire, en parlant autour de vous et en restant informé des évolutions futures. Le changement ne se fait pas uniquement par la force, mais aussi par la solidarité et la prise de conscience collective. Abonnez-vous pour suivre l'évolution de cette histoire et d'autres luttes pour la justice à travers le monde. Ensemble, nous pouvons faire entendre ces voix et faire en sorte que l'avenir de nations comme le Burkina Faso soit écrit par leur propre peuple, sans ingérence, sans trahison. Le moment est venu pour nous tous de soutenir cette vision de souveraineté et de dignité.